Quand je suis revenu, c'était comme un rêve. C'était un rêve. On s'est d'abord battu à Alep, puis à Hama. Quand on a eu l'ordre de prendre Palmyre, c'était un rêve. Après 14 années, je suis enfin revenu à Palmyre et dans la ville antique. Khaldoun al-Rabaa a dirigé un bataillon allié aux rebelles d'Idlib lors de l'offensive lancée contre le régime Assad en décembre 2024. Ici, il n'y a pas eu de bataille. La ville était vide. L'armée du régime, celle des Russes, les milices iraniennes, tout le monde s'était enfui. Quand je suis arrivé, il n'y avait personne, plus aucune milice, personne. On a pris la ville sans tirer une seule balle. C'est la photo. Je connais le temple par cœur, chaque brique. J'ai grandi ici, j'ai appris à marcher ici. Le temple de Baal, c'était beau. Tout était si beau. Daesh est venu et ils ont tout détruit. Bien sûr, je suis immensément triste. Je déteste Daesh. Je les ai combattus à Alep et à Al-Bab. J'aurais aimé me battre contre eux ici à Palmyre. Ces images de propagande datent de 2015, il y a 10 ans, quand l'organisation terroriste occupe pour la première fois Palmyre. Jusqu'en 2017, l'État islamique a occupé l'oasis et sa ville antique à 2 autres reprises. À chaque fois, son passage a donné lieu à de spectaculaires mises en scène de destruction et d'exécution publique, comme dans le théâtre antique de Palmyre. À Palmyre, on a vu des gens égorgés. Il y a eu des morts. Pourquoi? Quelle était la raison? C'est là que les désaccords ont commencé. Mais on ne pouvait pas en parler. Ils sont venus avec leurs idées de terroristes. On est musulmans, on prie, on jeûne, on fait le pèlerinage, mais on ne fait pas ça. On s'est soulevé contre Bachar. C'est pour ça que j'ai rejoint Daesh. Pour combattre Bachar, pour aucune autre raison. On n'était pas avec Daesh pour des privilèges. Je regrette de les avoir rejoints, vraiment. Nos familles nous en veulent. Nos amis, nos voisins. On nous répète qu'on est des Daesh. Ils disent à nos enfants qu'ils sont des fils de Daesh. Mais ce n'est pas leur faute à nos fils. Pour avoir été membre de l'État islamique, ce Syrien a purgé plusieurs peines de prison, 4 ans au total, chez les forces kurdes et dans une prison de l'armée libre syrienne. Ces derniers mois, il a enfin pu rentrer chez lui à Palmyre. Le désert de la Badia qui entoure l'oasis de Palmyre s'étend en Irak et en Jordanie. Jusqu'à la chute du régime, ces montagnes ont été le refuge de plusieurs centaines de combattants de l'État islamique. La zone était alors sous contrôle de l'armée d'Assad et de ses alliés russes et iraniens. Pendant des années, ces lieux ont été complètement inaccessibles aux médias occidentaux. Alors qu'un djihadiste repenti, Ahmad al-Shara, est aujourd'hui à la tête de la Syrie, qu'est devenu l'État islamique, l'organisation terroriste qui a contrôlé des territoires de la Syrie à l'Irak, jusqu'à proclamer un califat. Quelle est aujourd'hui la menace de Daesh, un an après la chute de la dictature en Syrie? Il faut s'enfoncer encore plus loin dans le nord-est de la Syrie pour comprendre ce qu'il reste du califat en 2025. Ici, le territoire est sous contrôle des forces kurdes syriennes, les FDS. Au milieu de nulle part, à la frontière avec l'Irak, près de 30 000 personnes sont détenues dans le camp de Al-Hol. Plus de la moitié sont des enfants. Ils ont grandi ici sans autre horizon que le camp et ses barbelés, et au-delà, l'étendue du désert. Les Syriens et les Irakiens sont dans une autre section. Ici, ce sont les étrangères.
Ils sont tous Daesh. Les forces kurdes sont les gardiens de cette prison à ciel ouvert. La surveillance y est permanente. Dans l'annexe 6, là où vivent les familles étrangères qui avaient rejoint l'État islamique, les gardes ne pénètrent que sous la protection d'une escorte ou d'un blindé. Ce que vous entendez, ce sont les pierres que les enfants nous jettent. Avant, c'était tout le temps, mais depuis une semaine, un peu moins, parce qu'on a sorti les enfants les plus violents du camp, les lionceaux du calife. Ici cohabitent plus de 40 nationalités. 6 000 femmes et enfants séparés du reste du camp à cause de leur radicalité. C'est très dangereux d'être ici. En fait, ceux qui viennent des pays arabes sont moins violents. Les étrangers ont une vision de l'islam plus dure, plus rigoriste. Et surtout, ils sont venus pour tuer. S'ils considèrent que quelqu'un n'est pas assez religieux, ils le tuent, soi-disant au nom de la charia. Dans cette partie du camp, règnent encore les lois du califat. Coupés du monde, ces femmes et enfants ont été abandonnés à leur sort ici depuis des années. Une seule femme accepte de nous parler. J'aimerais pouvoir embrasser le sable d'Égypte. Je veux rentrer chez moi en Égypte. Et si je pouvais revenir en arrière, jamais je ne mettrais les pieds en Syrie de ma vie. Et jamais je ne rejoindrais un groupe armé. Je veux rentrer chez moi, ça suffit. J'ai été ignorante. Et c'en est fini de mon ignorance. Son mari égyptien a été blessé à Barouz, à 300 km de là, lors de l'ultime bataille du califat. Mais elle ne nous en dira pas plus. Arrête. L'interview tourne court, elle est prise à partie par une autre femme. C'est moi qui dois parler avec respect? Écoute, quand eux, ils seront partis, tu verras. Je te donnerai une bonne leçon. Arrête de filmer. Arrête la caméra. Ici, la violence est permanente. Les assassinats sont la première cause de mortalité dans le camp. Par provocation, des enfants pointent un doigt en l'air. C'est un geste rituel de profession de foi en l'islam. Récupéré par les djihadistes, ce doigt pointé est devenu un serment d'allégeance à l'État islamique. Vous n'arrêtez pas de nous dire, vous êtes comme ça, les enfants sont comme ci, vous êtes Daesh. Mais où sont les enfants maintenant? Vous ne leur apprenez pas à être Daesh? Quoi que je dise, ça ne changera rien, donc je ne vais pas répondre. Pourquoi vous prenez toujours les enfants? Ça ne va pas que les soldats arrêtent les enfants. Ça rend les mères vraiment folles. C'est très dur. C'est ce que vous voulez? Si ça se passe bien, on les ramènera, comme on les a pris. Il faut les éduquer, ils ne doivent pas tout casser. Il faut bien se comporter et communiquer normalement, d'accord? Ce sont des petits enfants, 11, 13 ans. Ils n'ont pas de cerveau. Arrêtez de nous dire comment les éduquer. Ramenez-nous les enfants. Si Dieu le veut. Officiellement, les mineurs sont dans des centres de déradicalisation. Mais comment grandir ici, enfermés au milieu de nulle part, sinon dans la haine du monde et de l'autre? Le camp de Al-Hol est une bombe à retardement. L'Irak a appelé à sa fermeture. Le pays voisin a déjà commencé à rapatrier tous ses ressortissants. Fin 2025, ce sont désormais les Syriens qui sont les plus nombreux, près de 15 000. Et malgré le changement de régime dans le pays, moins de 100 familles ont été autorisées à quitter le camp et à rejoindre les zones sous contrôle des nouvelles autorités de Damas. La plupart vient de la grande ville d'Alep, dans le nord. Bombardée pendant des années, puis assiégée, Alep est en grande partie détruite. Avant la guerre, c'était la deuxième ville du pays. On n'avait plus d'espoir. Mais quand le régime est tombé, on a loué Dieu que soit venu le temps d'Ahmad al-Shara. Et on s'est dit que, peut-être, il viendrait aussi libérer les prisonniers et le camp de Al-Hol.
C'est un miracle. Je n'ai jamais cru que je pourrais quitter le camp. Je pensais que c'était impossible, que je mourrais là-bas. J'ai passé 8 ans dans le camp de Al-Hol. Cette femme de 45 ans, mère de 7 enfants, a retrouvé sa belle-mère à Alep. Elle n'a plus jamais eu de nouvelles de son mari, arrêté par les forces kurdes 8 ans plus tôt, lors de leur internement au camp de Al-Hol. Je suis allée à la prison de Jarking pour voir, parce qu'on m'a dit que dans cette prison, il y avait des membres de l'État islamique. Je leur ai dit à quoi ressemblait mon fils, qu'il devait être là depuis 7 ans. Il y a un soldat qui m'a reçu. Je lui ai demandé de voir mon fils. C'est un prisonnier, mais je suis sa mère. Mon cœur est en feu. Il m'a dit que c'était interdit pour raison de sécurité. L'été dernier, la famille a fait partie du premier convoi de Syriens évacués du camp de Al-Hol depuis la chute du régime. À l'automne, la mère de famille s'est rendue à la première réunion d'information de l'ONG syrienne qui coordonne les évacuations. Au temps de Bachar al-Assad, je n'aurais pas pu m'habiller comme ça. On pouvait seulement porter le foulard. Si le régime était encore au pouvoir, Dieu sait qu'il n'autoriserait pas ça. Ce ne serait pas possible. Bienvenue, je me présente, je suis Monzer Salal, le directeur de l'ONG Stabilisation. Dites-moi, quelle est votre situation aujourd'hui? Pour nous, la priorité, c'est le travail. Il nous faut du travail, pour mes fils aussi. Ils ont quel âge? J'en ai 2, 17 et 20 ans. J'ai 7 enfants. Moi, j'ai un travail depuis que je suis revenue. Je travaille du matin au soir. Qu'est-ce que vous faites? De la couture dans un atelier, pour un tout petit salaire. Moi, ça a été très difficile d'inscrire ma fille à l'école. Il faut des papiers d'identité pour les enfants et le certificat de décès du mari. Sans ces documents officiels, il est impossible pour ces familles de reprendre une vie normale. On a cette image des gens du camp de Al-Hol, qu'ils sont tous Daesh. Mais si j'ai bien compris, d'après ce qu'on m'a dit, il y a des gens qui sont venus pour trouver de l'aide dans le camp. Ils ne pensaient pas rester et ils se sont retrouvés coincés dans le camp de Al-Hol. Et il y en a qui avaient un parent qui était avec Daesh et ils se sont retrouvés là. Mais je voudrais savoir, aujourd'hui, dans le camp de Al-Hol, y a-t-il des différences entre les gens? Selon vous, il y a des gens qui ont évolué ou pas du tout? Les gens, ils veulent être libres, tout simplement, et élever leurs enfants, les envoyer à l'école. La plupart veulent être intégrés dans la société. Mais moi, je suis conservateur. Ça veut dire que je suis de Daesh? Si ma femme porte le hijab, ils détestent le hijab et le niqab. Qui ça? Les Kurdes, les FDS. Ils les utilisent comme une monnaie d'échange. L'État islamique est un prétexte. L'ombre de l'État islamique plane toujours sur la Syrie. Fin juin, dans le quartier chrétien de Douala à Damas, un attentat suicide tue 25 personnes lors de la messe du soir à quelques minutes de la vieille ville. Il est revendiqué par un groupe jusque-là inconnu, Saraya Ansar al-Sunna. Pour les nouvelles autorités, cela ne fait pas de doute, c'est bien l'État islamique qui est derrière cet attentat meurtrier. Le commanditaire était un chef important de ce qui est connu comme l'organisation de l'État islamique. Abu Imad el-Jumaili était recherché par la coalition internationale. Nous avons été capables, en 24 heures, grâce à Dieu, d'identifier la cellule qu'il dirigeait et finançait, et nous l'avons arrêté, lui et d'autres membres de l'organisation État islamique. Au moins 2 des auteurs de l'attentat à Douala venaient du camp de Al-Hol, sous contrôle de l'organisation FDS. À l'autre bout du pays, dans le nord-est, les forces kurdes nient avoir laissé sortir ces 2 hommes. Ces noms n'ont jamais figuré dans le camp de Al-Hol. Ces individus ne sont pas sur les listes des résidents de Al-Hol. Si vraiment ces individus venaient du camp de Al-Hol, comme ils l'affirment, alors c'est eux qui les ont laissés libres, puisqu'ils avaient déjà des dossiers sur eux et qu'ils savaient où ils se trouvaient. Entre les nouvelles autorités de Damas et les FDS,
le dialogue se résume souvent à un jeu de dupes. Même si depuis le printemps, des négociations sont en cours pour intégrer ces territoires et les forces kurdes au nouvel État syrien. À Deir ez-Zor, la ville est divisée entre les deux rives de l'Euphrate. Face à face, les nouvelles autorités de Damas et les FDS. Là-bas, c'est le début de la ville de Deir ez-Zor. Vous voyez au fond là-bas, il y a un grand bâtiment, un bâtiment blanc. Là-bas, c'est notre position et on a été attaqué. Ces groupes, c'est Daesh. On le voit. Ils portent des écussons de Daesh. Ça ne fait aucun doute. Est-ce que c'est vraiment Daesh? Il faut poser la question à ceux qui contrôlent la rive en face. Un pont flottant relie la ville et permet à la population de circuler entre les deux rives. Mais tous les habitants ne sont pas revenus. Certains craignent les FDS qu'ils considèrent comme une force d'occupation sur ces terres arabes. On a été attaqué il n'y a pas longtemps. Oui, c'était Daesh. J'écoute. À la chute du régime Assad il y a un an, cette zone dans le sud de Deir ez-Zor tout au long de l'Euphrate a été prise par les FDS. Ici, l'État islamique a officiellement revendiqué plusieurs attaques depuis le printemps. Les forces kurdes affirment en avoir subi plus de 150 et perdu 30 hommes. Les attaques se sont intensifiées depuis l'arrivée du nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement a pris le pouvoir au nom de l'islam. Il veut établir un État islamique. Avec ces territoires syriens sous contrôle kurde, les enjeux sont aussi économiques. C'est là que se situent les champs de gaz et de pétrole du pays. Sur la rive en face, on s'impatiente de récupérer cette manne financière. Vous voyez les impacts là? Ce sont des snipers. Avant la chute, on ne pouvait pas être là. Impossible, on aurait été tués immédiatement. À l'abri des regards, nous rencontrons un ancien détenu d'une prison militaire des FDS. Son dos porte les marques de la torture. Ces cicatrices, ça date d'il y a 3 à 4 ans. Je suis sorti de prison il y a 2 ans. J'ai été arrêté près du champ de gaz Omar et puis envoyé dans la prison de Shadadeh. Ils m'ont accueilli avec des coups. J'y suis resté 4 ans. J'avais faim et soif. J'étais battu tous les 3 jours. Plus de 500 prisonniers sont morts parmi nous. La plupart, c'étaient des Daesh. Mais il y avait aussi des prisonniers politiques, des membres de l'armée libre syrienne et du régime. On était tous détenus ensemble dans cette prison militaire. Ils l'appelaient Sednaya 2. J'ai critiqué les FDS sur Facebook. J'ai critiqué ce qu'ils faisaient. L'occupation des FDS sur les Arabes de la zone. Aujourd'hui, l'ancien détenu est devenu un chef militaire tribal, prêt à se battre si besoin contre les forces kurdes syriennes. Depuis 2019, les FDS sont sous pression. La région ne veut pas d'eux, vraiment, jusqu'à aujourd'hui. La démographie ici n'est pas celle des FDS. À Deir ez-Zor et Raqqa, c'est différent des traditions des FDS à Kamishli ou à Yaroubieh. Là-bas, ils sont kurdes, et ici, c'est arabe, avec des traditions tribales. Et les deux ne sont pas adaptés l'un à l'autre. Officiellement, 9000 membres de Daesh croupissent dans les prisons des FDS. Des hommes coupés du monde depuis des années, mais qui représentent une menace qui dépasse les frontières syriennes. La zone est sous surveillance constante de l'armée américaine qui dispose de plusieurs bases en Syrie. Le Pentagone finance les prisons et les camps du Nord-Est, les équipements, la formation et les salaires des forces kurdes. Mais depuis l'été, Damas collabore aussi activement avec la coalition internationale contre l'État islamique,
lors d'opérations sur le sol syrien. Des assassinats ciblés, comme ici, dans la campagne de Hama. Le 19 septembre, la coalition a annoncé la mort du leader des opérations extérieures de l'État islamique. Omar Abdul Kader Bassam, un Syrien qui serait impliqué dans des attentats déjoués en Europe et aux États-Unis. 3 jours après l'opération, le village est toujours sous le choc. Dans l'entrée de la maison familiale, restent des traces de l'assaut. Il se tenait ici, une balle est rentrée dans la bouche et lui a cassé la mâchoire, le crâne et les dents. Elle est sortie par la nuque. Et il a eu une balle aussi dans la poitrine. S'ils avaient frappé à la porte, ils se seraient immédiatement rendus. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Ils sont venus et l'ont tué devant nous. Vous vous rendez compte? L'assaut a eu lieu après un soir de fête, après le mariage du fils cadet. Réveillés dans la nuit, tous les membres de la famille sont déshabillés par crainte d'un attentat suicide. Quand il m'a vu comme ça, il a mis les mains en l'air et il a répété « Je me rends, laissez mes parents tranquilles ». Ils nous ont emmenés, moi et son père, dans la rue à côté. Puis j'ai entendu des coups de feu. Ils l'ont tué et il a fallu que mes belles-filles enjambent son corps. Vous imaginez? Ils ont débarqué comme des sauvages, ils ont terrifié tout le village. Ceux qui sortaient sur leur balcon ou à la porte, un laser les visait immédiatement à la tête. Ils sont partis et un quart d'heure après, les forces de sécurité sont arrivées et ils ont bouclé le village, jusqu'au petit matin. Puis ils nous ont dit de nous occuper du cadavre, qu'on pouvait l'enterrer. Il n'avait pas vu ce frère depuis 15 ans, des années passées en prison au Liban puis en Syrie. Libéré à la chute du régime Assad, édenté et malade de la gale, il était méconnaissable. Il a fallu 4 mois de soins pour qu'il aille mieux. Il n'avait pas de travail et il ne quittait jamais la maison. Il passait tout son temps sur son téléphone. Et il ne nous aimait pas beaucoup, ni ses frères, ni son père et moi. Il n'aimait pas notre manière de prier. Il disait qu'on ne savait pas prier. Mon fils était devenu très strict avec la religion. C'est tout. La mère reste incrédule. Comme le reste du village, elle n'arrive pas à croire que son fils soit devenu un chef notable de l'État islamique. Pour les rebelles islamistes qui ont pris Damas en décembre 2024, la menace de Daesh remonte à la dernière décennie, depuis leur rupture avec le djihad transnational. Un an après la chute du régime Assad, la priorité de ceux qui dirigent aujourd'hui la Syrie est d'obtenir la levée des sanctions internationales. D'Al-Qaïda à l'ONU et à la Maison-Blanche, le parcours inédit d'Ahmad al-Shara brouille les pistes et en fait une cible privilégiée pour ses détracteurs et surtout pour l'État islamique dont il a été membre il y a plus de 10 ans. We were on different sides when I was commanding the surge in Iraq. You were, of course, detained by U.S. forces for some 5 years, including, again, when I was the 4-star there. And here you are now as the president of Syria. سوريا ذاهبة باتجاه أن لا تكون الأرض السورية مصدر تهديد لأي دولة كانت. Pour l'heure, la Syrie n'est pas devenue un nouvel État islamique, ni une autre plateforme du djihad global. Ce qu'il reste de Daesh est l'un des nombreux défis pour le nouvel État syrien. Un pays toujours divisé, détruit et profondément traumatisé. Un pays aujourd'hui à la croisée des chemins.